Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel e-com guest et aujourd'hui on reçoit Virginie Ducrot de Boxtal. Bonjour Virginie. Bonjour Guillaume. Alors ça nous Bonjour. fait très plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui parce que qui mieux que toi peut nous parler de la livraison gratuite de l'expédition. C'est un sujet qui est très important aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux, de prix, de conditions et ça peut vous mener vers le chemin de la réussite mais aussi vers le chemin de l'échec si c'est mal géré. Donc Virginie, tu vas nous parler de tout ça aujourd'hui pendant un petit moment, de ton expertise, les conseils, les choses à savoir, les bonnes pratiques. Avec plaisir. Merci. Alors on y va tout de suite, c'est parti. Il paraît que c'est le premier levier de croissance aujourd'hui, la livraison gratuite. Pourquoi ? Alors la livraison fait partie intégrante du e-commerce. Qui Tout à dit fait. e-commerce dit forcément livraison, puisque aujourd'hui on a 182 000 sites marchands actifs en 2017. Bientôt plus, on va le savoir dans une semaine avec les chiffres de la FEVAD. Soyez attentifs, nous aurons tous ces chiffres fort intéressants sur l'évolution. Le e-commerce connaît des taux de croissance assez hors du commun depuis plusieurs années. Ça fait rêver beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous aussi, qui intervenons sur toutes les briques relatives au e-commerce. Il y a une chose qui est importante et qu'on ne sait pas forcément, c'est que sur ces 182 000 sites actifs, seulement 9 000 réalisent 87% du chiffre d'affaires e-commerce, ce qui signifie qu'un très grand nombre finalement sont des petits sites marchands qui dépendent des places de marché pour débuter, pour croître et pour asseoir leur activité, et en même temps sont assez désarmés par rapport aux standards et aux exigences que ces places de marché posent par rapport à la livraison en termes de rapidité d'expédition, en termes de suivi mis à disposition des clients. Et malgré tout ça, on a des petits sites, donc 65% des sites TPE, PME qui sont rentables aujourd'hui, qui arrivent à développer leur chiffre d'affaires et à en faire une activité principale. Ce que je trouve fabuleux. Alors Après, 65%, c'est quand même 65%, mais ça veut dire qu'il y en a 35 potentiellement qui ne oui, fonctionnent pas. oui, mais il y a quelques années, c'était C'est beaucoup plus. Il y a aussi le côté c'était start-up, voilà. tout le monde y est allé, tout le monde a foncé. Exactement. C'est ça. Et aussi des gens qui, tu viens de le dire, fonçaient. Et quand on fait du e-commerce, il y a deux briques qui sont essentielles. La première brique, c'est le paiement. Pour laquelle on a vu apparaître un certain nombre d'acteurs. Donc bien sûr les banques, mais aussi des gens comme Stripe, des grosses structures qui sont venues répondre aux besoins des e-commerçants depuis quelques années et qui ont apporté une professionnalisation et des moyens différents pour arriver à faire croître le e-commerce. Et finalement, la deuxième brique, c'est la brique de la livraison. Qui est complexe parce que beaucoup d'acteurs, une offre pléthorique de transporteurs. En général, c'est le sujet qui est abordé en toute fin de process. On construit son site, on pense à son marketing, on pense à ses produits, on dit à son agence « mettez en ligne mon site », et puis l'agence dit « et au niveau des transporteurs, qu'est-ce que je mets ?» Et là, qu'est-ce que je mets ? Voilà. C'est ça, c'est ce qui est marqué là, pas voilà. de e-commerce sans livraison. Exactement. Et pour autant, pour reboucler, ces sites, on fonce de moins en moins. Les gens sont de plus en plus avertis et prennent conseil et discutent. Et voilà, Alors il y a des tendances aussi depuis quelques temps, on le voit sur internet, des vidéos sur YouTube de gens qui disent comment gagner 5 000 €, 10 000 € par mois en restant chez soi, avec le dropshipping et tout. Alors il ne faut pas rêver, hein. Non, ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir des revenus complémentaires avec ça, mais effectivement, même dans cette démarche-là, il faudra quand même expédier le produit, il faudra quand même le gérer. Après, il y a une question de fournisseurs aussi. Tout le monde aujourd'hui vend les mêmes produits, au même prix, avec les mêmes canaux. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, ces 35%, je pense que c'est quand même des gens qui n'ont pas assez réfléchi. Réfléchir au paiement, réfléchir à la livraison, réfléchir au modèle économique, à la concurrence, au produit en lui-même. La gestion des retours, on en parlera tout à l'heure, c'est des choses qui sont à prendre en compte parce que c'est dans le processus de l'e-commerce. Tout à fait. Voilà. Tu parlais également des contraintes marketplace par rapport au chiffre d'affaires et par cette expédition qui est gérée par les Amazon en fulfillment et compagnie aussi, finalement, où le choix est plus différent, finalement. Est-ce que c'est la même façon de vendre par les canaux avec la logistique déportée ou...
Alors effectivement, aujourd'hui, les marketplaces, donc Amazon, Cdiscount plus récemment, Rakuten en son temps, proposent ce qu'on appelle des offres de fulfillment, c'est-à-dire de gérer, d'intégrer et de gérer les stocks pour les e-marchands et donc de se charger de l'expédition du produit pour le compte du marchand. C'est extrêmement séduisant sur le papier, puisqu'on se dit finalement c'est déporté et je m'occupe de rien. Au final, ça coûte assez cher et c'est très peu rentable quand les produits ne tournent pas. Donc on peut le faire, on peut le faire dans le temps à partir du moment où, en général, on confie simplement on appelle ça les SKU, enfin bon bref, voilà, les produits qui se vendent bien et qui tournent très vite, puisque les coûts, voilà, les frais s'empilent et au final ça peut se révéler plus onéreux qu'anticipé et finalement moins pratique. Voilà. Donc là-dessus, il y a des solutions alternatives qui voient le jour de petites logistiques qui permettent de s'affranchir d'Amazon ou d'autres marketplaces. Et comme on a d'autres outils pour gérer la livraison, finalement, on s'en tire bien. Okay. Et on y arrive. Prestation logistique, on peut parler de cross-docking finalement, de réception de marchandises, de stockage, d'entreposage et d'expédition. Tout à fait. Okay. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, la livraison comme levier de conversion, c'est très intéressant. La livraison est toujours principalement vue comme un coût. On se dit, bon, combien ça va me coûter, ça va me plomber, voilà, on n'a pas le choix, ça va me plomber ma marge, ça va être une catastrophe. Mais en réalité, la livraison, ça peut être et c'est un formidable levier de conversion pour accélérer les ventes à plusieurs niveaux. Alors, pléthore de chiffres sortent chaque année sur ça. En mars 2018, donc c'est un sondage OpinionWay, donc 82% des acheteurs ont abandonné un achat parce que les conditions de livraison étaient non satisfaisantes. Je me permets d'insister sur le fait que ce sont les conditions et non pas le coût de la livraison, très important. Et par ailleurs, le critère de choix d'un produit numéro 2, juste derrière son prix, c'est pour le coup les frais de port. Alors ça ne doit pas nous paralyser. Dans notre réflexion par rapport à la livraison. Au contraire, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en travaillant la livraison, bien sûr son coût, mais aussi un certain nombre d'autres choses, la diversité des modes de livraison, la façon dont on gère les retours par exemple, on peut inciter, on peut rassurer, on peut déclencher finalement une vente sur le site internet. Et il y a un point qui est fondamental justement à ce sujet, c'est le fait de communiquer sur la livraison. Il ne faut pas avoir peur et c'est absolument indispensable que tout acheteur qui arrive sur son site, on a en général bataillé pour qu'il arrive sur notre page d'accueil. Ça coûte cher. Il voit, ça coûte cher, ça prend du temps. Il voit instantanément ce qui va se passer en termes de livraison, qu'il le voit dès la page d'accueil, qu'il le voit tout au long de son processus d'achat et qu'il le voit aussi sur une page dédiée. Ça, c'est ma recommandation sur la base de mes années d'expérience. Sur une page, il ne faut pas hésiter à dédier une page à la livraison qui explique de façon très claire avec qui on travaille, pour quelles raisons on a fait ses choix et les différents délais et les coûts associés pour les différents produits, la politique de retour, etc. Et cette page, elle fait partie intégrante du site. C'est une page qui doit être travaillée au même titre qu'une page produit pour pouvoir contribuer largement à l'achat. Est-ce que trop de modes de livraison différents peuvent être pénalisants, au contraire de ne pas en avoir assez? Alors, trop de transporteurs peut être pénalisant. Il est de la responsabilité du marchand de choisir des transporteurs derrière un nombre de modes de livraison, en général de 4, qui permettent à son acheteur de quelque part acheter en fonction de ses propres contraintes. Ce n'est pas au marchand d'anticiper quelles seront les contraintes de son client. C'est le client qui doit se dire finalement je suis pressé, je ne suis pas pressé, je veux être livré à mon domicile ou pas, je veux être livré à mon domicile rapidement ou pas. Et ça c'est quelque chose de fondamental pour, encore une fois, augmenter son chiffre d'affaires. Nous on a vu des marchands qui, quand ils passent d'un mode de livraison unique, standard, livraison domicile, à 2 modes de livraison domicile et relais, voire des croissances de 20 à 30% du chiffre d'affaires. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est relais, économique,
plutôt long, 3-5 jours. Mais pratique. Mais ultra pratique, effectivement, en tant que vendeuse et acheteuse. Là, le domicile standard, l'express pour les retardataires, et également un nouveau mode de livraison là, qui est très récent, qui a 1 an, c'est de l'express en relais, donc qui permet de recevoir en relais en 24-48 heures. D'accord. Sa marchandise. Mais nous, par exemple, au bureau, on reçoit au bureau parce que ça ne pose pas de problème. Tout le monde reçoit ses colis ici. Mais certaines sociétés le refusent. Voilà, certaines sociétés le refusent. Effectivement, ça sonne souvent, on est dérangé, on descend et compagnie. Et refusent de plus en plus. Tout à parce fait. que justement... Après, il y a certains points relais aussi où on n'a pas envie d'aller. Par exemple, en centre-ville, quelque part, quand on habite en ville, on sait qu'on va pas pouvoir se garer, c'est compliqué. Donc, c'est bien d'avoir ce choix-là. Après, il y a également les gros, comme Amazon. Cette fois-là, ils ne proposent pas vraiment le choix. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, on choisit plutôt une vitesse. Et là, en fait, non, on ne choisit plus le transporteur. Que ce soit du TNT, de l'Amazon Direct, de l'UPS, du Chronopost, en fait, on ne sait plus. Par exemple, moi, je sais qu'en tant que consommateur, si Amazon me dirait on te livre demain Chronopost, je refuse. Mais j'ai pas le choix. Parce qu'à chaque fois que j'ai un Chronopost, j'ai un problème. Je parle de mon expérience. Et c'est souvent d'ailleurs. Un peu pareil dans tout le bureau. Hein, Céline ? Oui. Voilà. Donc il faut le dire, des fois, on pourrait avoir le choix de... Mais on choisit une vitesse. Donc, Alors ça, c'est quelque chose qui va arriver, c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que les clients vont se voir proposer effectivement le mode de livraison et charge au marchand de faire le choix du transporteur qui est le plus pertinent par rapport au mode de livraison choisi. On a tous son expérience mauvaise propre avec un transporteur. On ne peut pas dire lui est bon, lui est mauvais. De toute façon, voilà, il y a forcément, c'est réglé comme du papier à musique, et quand il y a un petit grain de sable, ça se passe pas bien. Et donc il y a des gens qui vont nous dire je déteste tel transporteur, d'autres tel autre. Mais bon, il n'empêche que derrière, c'est en général l'e-commerçant qui va faire le choix du transporteur à mettre derrière le mode de livraison. Et puis ça se ressent aussi souvent dans les avis clients, parce que souvent les acheteurs confondent les avis produits avec l'avis. Donc on laisse un avis sur un produit, mais on va dire le produit, il est arrivé cassé, il est arrivé en retard, alors que là, pas du tout, c'est un avis qui concerne le produit. Et là, on est en train de parler de l'expérience de livraison. Donc au final, il y a un impact aussi, donc d'où l'importance de bien choisir son partenaire. On parle de partenaire. Ouais, il y a aussi de nombreuses études qui démontrent que finalement une livraison ratée est assimilée à un défaut produit. Donc ça a un impact indirect sur la marque, qui est extrêmement fort, d'où la nécessité de choisir non pas un fournisseur mais un partenaire qui soit capable d'être au rendez-vous quand il s'agit de prendre en charge un problème. Ça veut dire quelqu'un qui a un bon service client, qui a un bon taux de disponibilité du service client, qui sait répondre rapidement, qui a un suivi à jour, qui soit facile à lire aussi, puisque les statuts de suivi sont souvent assez opaques pour qui n'est pas habitué. Donc tous ces éléments-là doivent entrer dans le choix finalement du transporteur, au-delà de sa performance et au-delà du pur tarif. Il faut voir, faut bien choisir ses combats, il ne faut pas faire de mauvaises économies. En parlant de tarifs, calculer les frais de port. Et la livraison à un prix. Amazon voudrait nous faire croire que les colis se téléportent et que tout ça est gratuit et n'a aucune valeur. La téléportation aujourd'hui n'existe pas, rassurez-vous. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que ça coûte d'acheminer des colis et que finalement, pour que notre achat fait sur notre canapé fonctionne et devienne réalité, il faut payer. Il faut payer. Alors, comment est-ce qu'on va calculer les frais de port quand on est un marchand? Il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments au-delà du coût de la livraison pure. Donc bien sûr, le socle, ce sont les frais d'expédition, mais également le temps de préparation important, puisqu'il y a des produits personnalisés ou il faut savoir prendre en compte aussi des périodes de pic qui vont allonger ce temps de préparation. Le coût de l'emballage, fondamental, les frais de retour et également les taux de pertes et dommages qui malheureusement arrivent dans le transport, forcément. Donc sur l'emballage, pour revenir rapidement, c'est un point clé parce que ça protège votre article,
Donc là, la norme ISO, c'est de prendre votre colis et de le lâcher 10 fois de suite en position debout. À partir du moment où vous n'êtes pas prêt à faire ça, il faut revoir votre emballage. Alors si c'est quelqu'un de petite taille, ça marche aussi. C'est 20 fois? Ah, ça marche aussi. L'emballage a une incidence aussi sur le tarif du transport, puisque les transporteurs calculent ce qu'on appelle un poids volumétrique. Donc c'est une formule qui prend en compte les 3 dimensions du colis. Et si le poids volumétrique calculé est supérieur au poids réel, la tranche tarifaire qui s'applique, c'est celle du poids volumétrique. Donc un colis de 2 kg qui est grand comme ça, il va avoir un poids volumétrique potentiellement de 10 kg et c'est donc le tarif 10 kg qui va s'appliquer. Ça, faut le savoir. Donc le temps où on a une taille de colis et on met du papier dedans et on met un tout petit colis, un tout petit objet à l'intérieur, oui, c'est compliqué. Il va falloir quand même s'y pencher assez rapidement. Du coup, sinon on transporte dans l'emballage finalement. Oui, alors après, pour l'environnement, c'est pas bien. Mais jusqu'à présent, les gens ne bougent pas vraiment pour l'environnement, mais ils bougent quand même beaucoup plus vite quand les transporteurs se mettent à appliquer du poids volumétrique. Après, il y a des emballages aussi qui sont pas très agréables. Des fois, on reçoit des colis avec de la bourre, le carton matelassé. C'est du carton qui passe dans une espèce de matelasseuse. Et en fait, ça fait de la poussière. Donc, on reçoit un beau produit, tout poussiéreux, de poussière de carton. C'est pas très agréable à la maison, quoi. Alors ça fait partie ça fait partie de l'expérience d'achat, pour le coup. Parce que c'est important, l'expérience d'achat. Alors l'expérience d'achat est fondamentale et l'emballage joue un rôle aussi très important. Là-dessus, moi mon conseil, c'est de scénariser l'intérieur, de communiquer à l'intérieur, mais surtout d'anonymiser l'extérieur pour éviter d'attirer les regards et pour que tout ça se passe extrêmement bien. Et je pense que les gens qui font... En fait, il faut commencer par s'envoyer son propre produit. Ça paraît basique, mais bon, c'est vrai que parfois on oublie de le faire. L'envoyer à son frère, l'envoyer à ses parents et voilà, et voir un petit peu ce qu'ils ont ressenti, ce que ça a donné, comment ça a voyagé. On parlait tout à l'heure du temps de préparation. Oui. Si vous investissez du temps à plier correctement un habit, à mettre du papier de soie, etc., et que finalement, quand vous l'envoyez, vous apercevez qu'il a été secoué 15 fois et que tout est en vrac, vous pouvez faire l'économie du temps de préparation. Je pense que voilà. Donc il y a des choses qui sont extrêmement pragmatiques, qui paraissent juste du bon sens. Il y a des bonnes pratiques en fait. Mais aussi. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'il faut essayer de mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il existe des experts comme toi qui peuvent justement conseiller et amener les gens. C'est des bonnes pratiques, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. On fait un beau colis, il arrive, il est tombé 10 fois, il est tout massacré, et c'est pas une bonne expérience. Le coût de préparation, c'est un réel coût à prendre dans l'expédition parce que on le paye ça, on l'a dit, pas d'e-commerce sans expédition, vraiment. Voilà. Et les frais de retour, le retour, il fait partie intégrante de l'achat, on ne peut pas y échapper. C'est pas parce que la loi nous oblige à autoriser le retour qu'il faut s'y contraindre. Le retour, c'est une opportunité de transformer une expérience négative en expérience positive et finalement de fidéliser un client. Donc le retour, la politique, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit communiquée. C'est aussi une façon de collecter un avis client, de savoir pourquoi c'est retourné, est-ce que la description ne correspond pas, est-ce que la couleur est moche, j'en sais rien, il y a des choses... donc il faut avoir de l'info sur ce retour. Donc pour ça, moi je ne recommande pas de mettre un bordereau prépayé, parce que là on a des retours sauvages et on n'a aucune information sur le retour. Donc je recommande fortement de faire une page retour, la personne demande son retour, on lui demande pourquoi on lui envoie un bordereau. Quand on envoie un bordereau de retour, on maîtrise le retour, on sait en fonction de la catégorie de produit assurer un retour par un transport avec contre-signature versus un transport, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, un peu plus aléatoire. Donc le retour, c'est également un vrai point de vigilance et ça doit être pris en compte dans le tarif d'expédition, ne serait-ce que parce que c'est rarement à la charge du client. Et donc c'est un coût qu'il faut imputer au global pour calculer sa marge. Un pourcentage moyen de retour ? Ça dépend des activités. Ça dépend des activités. Alors dans le prêt-à-porter, c'est plus d'un tiers. Les Allemands, c'est 60-75%. Ça dépend vraiment. C'est très compliqué de donner un chiffre au global. Par contre, sur le dernier item, qui sont les pertes et les dommages, là, on est à un peu moins de 0,5% des expéditions qui subissent une perte ou un dommage. Ça peut paraître beaucoup, mais au regard des millions de colis qui transitent chaque jour en France, c'est vrai que c'est peu. Et malheureusement, en général, ça arrive toujours sur le mauvais produit. C'est vrai. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que l'assurance transport
qui est contracté par les transporteurs donne droit à 23 à 33 euros par kilo, aussi par kilo dans la limite de 700 euros par colis. Donc ça veut dire que si on envoie un produit qui est léger mais qui a une très forte valeur, le remboursement en cas de problème est très faible. Donc là, il faut prendre une assurance à valeur déclarée qu'il faut régler en fonction de son rapport poids-valeur et aussi l'imputer dans du coup, le coût de la livraison, mais c'est vraiment pas un luxe. C'est rare que ce soit proposé quand même en général. Ce n'est pas aux clients de le supporter. Ça, c'est interdit par la loi pour le coup. D'accord, je ne savais pas. C'est le marchand qui doit le prendre en charge. Et comme on est déjà sur une bataille sur les frais de port, finalement, c'est rarement imputé non plus dans le frais de port, sauf à avoir un produit qui est unique ou très cher, qui permet de faire un petit peu ce qu'on veut dans le tarif, du produit et de la livraison. D'où l'importance aussi d'avoir les outils qui permettent de mettre en place tout ça. Parce que si on a l'envie de le faire, mais qu'on n'a pas les outils techniques, je parle de tunnel d'achat et compagnie ou de mode de transport, pour le faire, il faut pouvoir le faire. Donc il faut arriver à l'imaginer, le calculer et ensuite pouvoir le réaliser aussi. C'est important. Sinon, on ne fait que rêver. Ah oui, mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent maintenant, en fait, il y a beaucoup de solutions qui tournent autour de la livraison et qui permettent d'aller travailler ces différents éléments. Okay. Donc ça, c'est la partie calcul des frais de port. Donc combien ça va me coûter. Et ensuite, donc ces frais de port, ils doivent être le plus attractifs possible par rapport aux clients. Et de l'autre côté, on a ma marge. Où en est ma marge et comment se construit mon chiffre d'affaires. Donc, à combien s'établit mon panier moyen. Est-ce que j'ai un produit phare, un ou plusieurs produits phares. En général, mon panier il se constitue de combien de produits et à combien atterrit ma marge commerciale. Encore une fois, la marge commerciale, c'est le prix de vente moins le prix d'achat, plus tous les frais accessoires. Les frais accessoires comprennent la livraison, préparation, emballage, retour, etc. Et c'est à partir de ces données-là qu'il va falloir finalement trouver un équilibre et réconcilier l'objectif de rendre mes frais de port attractifs et sexy et maximiser ma marge. Donc la question, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, de la gratuité des frais de port, elle est forcément fondamentale. Et c'est un investissement marketing. C'est un investissement marketing. Qui dit investissement dit il faut avoir les moyens de le faire. Donc, ne vous lancez pas, et il ne faut pas se lancer tête baissée dans la gratuité des frais de port en se disant c'est mon seul moyen d'y arriver. On l'a vu tout à l'heure, il y a d'autres façons de faire que d'offrir les frais de port. Surtout, il ne faut pas le faire au début, il faut tester et communiquer correctement. Finalement, dans tous les outils aujourd'hui dans le web, on est dans le test. Test AB, test de tunnel, test de conversion, test de rentabilité, test d'envoyer le colis. Tout tester. Et oui. Et puis tu le disais, dans les retours produits, il peut très y avoir quelqu'un qui dit oui, ce produit, il ne correspond pas à la description. Et dans ces cas-là, ça permet d'enrichir la fiche produit, d'apporter de la valeur et d'économiser de l'argent au final. Parce que finalement, on fait du chiffre d'affaires. Mais après, c'est la marge qui est importante. On peut faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pas de marge. On peut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, beaucoup moins, mais faire de la vraie marge. Si on sait le mettre en place. Voilà, et si on veut investir, si on veut durer, j'ai toujours dit, il vaut mieux ne pas offrir les frais de port et être toujours là dans 3 ans plutôt que d'offrir les frais de port, faire un gros chiffre d'affaires et puis mourir. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas réussi à rentabiliser. Les acheteurs sont attentifs aujourd'hui. Ils sont prêts à tout pour la gratuité. Presque tout. Alors, quelle est la nuance ? N'exagérons rien. La nuance, c'est qu'il y a d'autres aspects que la gratuité des frais de port sur lesquels on peut jouer. Les délais, et là ça milite encore une fois sur la diversification des modes de livraison, des frais de port peu chers mais avec des délais de livraison très longs et aucune alternative, c'est pas terrible. Et également, on y revient toujours, le manque de choix, d'être enfermé dans une seule façon de récupérer son colis. Alors bien sûr, quand même, 88% des e-acheteurs ont agi pour obtenir la gratuité des frais de port. Alors, soit ils ont ajouté un produit au panier,
Voilà, ils ont fait quelque chose, ils ont attendu un petit peu, ils ont attendu une période de solde, ils ont attendu des codes promo, comme dans la vraie vie d'ailleurs. Il y a certaines enseignes de beauté qui envoient régulièrement des petits codes promo pour faire revenir leurs clientes. On les a toutes attendues dans la boîte aux lettres. Alors après, il faut faire attention aussi, parce que c'est vrai que des fois, on a un client qui a lancé beaucoup d'actions marketing sur son site, et ça a eu l'effet inverse. Parce que trop d'actions marketing, trop de promos, trop de codes promo, trop de rabais, trop de fidélisation, trop de parrainage, le client, le consommateur, finalement, il s'attend à avoir tout le temps quelque chose. Donc quand il veut acheter, au lieu d'acheter, il attend. Puis il attend, puis il revient, puis il attend, il dit demain j'aurai peut-être 25% sur le produit, mais là j'aurai peut-être un code promo, mais j'ai mes points de fidélité. Et au final, il n'achète plus. Donc il faut arriver à avoir quand même une cohérence dans la communication globale, parce que là on parle de communication et de marketing de façon globale, pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est des outils puissants. Et il faut arriver, on a un client nous, qui est dans le bien-être, à Noël il a fait des codes promo, était dégressif de plus en plus, et tout le monde a attendu le dernier moment. Résultat, au dernier moment, ils l'ont fait le coup l'année dernière, tout est arrivé d'un coup, ils n'ont pas réussi à tout expédier, il y a eu de l'insatisfaction client, il y a eu des avis négatifs, et au final l'impact il est terrible, donc il faut arriver à construire quelque chose qui est pérenne aussi, et pour justement dans le temps pouvoir tenir. Ouais, alors tout est dans la mesure finalement, tout à fait. Il y a de la cohérence, mais c'est comme partout, la cohérence et la mesure, et je pense que si on teste une chose à la fois. De toute façon, on ne peut pas tester. Si le test doit être valide, il faut tester une chose à la fois. Donc, tester une chose, la mettre en œuvre, rebouger autre chose, le mettre en œuvre et arriver petit à petit à tisser quelque chose qui soit cohérent aussi avec l'image de marque et surtout en phase avec l'objectif qu'on poursuit. Je ne sais pas si le client s'était posé la question de son objectif, mais c'est vrai que l'objectif qu'on poursuit est fondamental. Soit on veut acquérir des clients, soit on veut déstocker, soit on veut fidéliser, soit on veut pousser au réachat. Et à chacun de ces objectifs correspond une action, et c'est vrai qu'il faut une cohérence. Tout à fait, mais là tu parles d'objectifs raisonnables, parce qu'il y en a qui ont des objectifs, plus de chiffre d'affaires. Et plus de chiffre d'affaires, on en a dit tout à l'heure, c'est pas plus de confort, plus de chiffre d'affaires, plus de ventes, plus de retours, plus de personnel. La marge est importante. Voilà. Et lui, il était vraiment dans une stratégie d'acquisition. Nouvelle gamme, nouvelle collection, donc il voulait faire grossir, mais au final, non, il se détruit plus qu'autre chose. Donc c'est des choses, c'est puissant, il faut vraiment le prendre en compte, c'est important, je pense. Si on veut offrir les frais de port et commencer à offrir les frais de port, avec encore une fois toutes les précautions qu'on a indiquées tout à l'heure, il y a trois questions à se poser et je dirais 3 sujets à étudier. Le premier sont quels objectifs on poursuit pour pouvoir choisir le bon levier et la bonne mesure et du coup évaluer un résultat en fonction d'un objectif, parce que forcément si on teste quelque chose mais qu'on ne sait pas ce qu'on veut atteindre, c'est compliqué. Et les tests, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc on est encore une fois cohérence et mesure. Tout à fait. On ne fonce pas, tête baissée, on y va tranquillement et on construit quelque chose de solide, brique après brique et surtout voilà, un pied devant l'autre. C'est ça, et on fera partie des 65% de gens qui fonctionnent, qui sont rentables. Exactement. Donc le premier axe, c'est de bien définir ses objectifs. Ils peuvent évoluer dans le temps, ils peuvent être fonction aussi de la saison dans laquelle on se trouve, du niveau de maturité dans lequel on est aussi et de sa courbe de croissance. La structure de la marge, toujours pareil, j'y reviens, une question de rentabilité fondamentale. Et que fait ma concurrence, de décortiquer la stratégie frais de port de la concurrence, à mettre en regard de la capacité de mes produits à se différencier de ceux de la concurrence. Plus on a un produit qui est unique et différenciant, plus on est libre finalement sur ces frais de port et ça ouvre des horizons puisque passer en revue ces différents sujets, ça peut aller jusqu'à faire des choix assez drastiques de réduction de mix produits pour éviter d'avoir une offre trop différente par rapport au transport. Aller d'expédier une paire de boucles d'oreilles à un meuble, en fait, c'est d'une complexité folle et il faudrait peut-être plutôt attaquer un segment, puis ajouter un autre et rester sur se concentrer. Voilà. Alors gratuit, mais pas à tout prix. La gratuité, encore une fois,
c'est un investissement, ça peut être formidable, comme ça peut être assez dangereux, pour ne pas dire autre chose. Donc les quatre conseils que je donne sur la base des centaines d'e-commerçants avec lesquels on a interagi sur les 5 dernières années, c'est surtout pas au démarrage. Il faut avoir des éléments concrets sur son business, sur la façon dont ça se construit, sur comment les acteurs réagissent, sur le positionnement prix, avant de se lancer dans une stratégie de frais port gratuit. Toujours le limiter, la gratuité, soit un transporteur, soit une zone géographique, mais en tout cas le contrôler. Contrôler cette gratuité, faire des tests. J'y reviens, ça peut paraître pénible, mais le test, s'il y a une chose à retenir, c'est tester. Tester, puis quand on a testé, on refait un test. Exactement. Et encore un test. J'ai marqué 3 fois, donc c'est 3 tests. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, et surtout, il ne faut pas avoir peur de modifier, et il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers, parce que l'environnement change, les canaux de vente changent, les outils changent, tout évolue. Les concurrents réagissent aussi, parce Exactement. que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Exactement. Et puis communiquer, parce que si on offre les frais de port, il faut que les gens le sachent, et que les gens le sachent largement. Donc ça, toujours communiquer. Aussi bien à l'extérieur du site que sur le site. Sur les offres, sur les produits. À l'extérieur du site que sur le site, oui, exact. Dans le panier, dans le processus d'achat, dans la fidélisation. Le plus simple, restons sur le simple et accessible. Ce qu'on maîtrise, ce qui coûte pas cher, c'est sur le site. Voilà. Sur le site, dans le packaging, dans les mails. Tout à fait. Au téléphone. Mail automatique, au téléphone, Exactement. effectivement. Alors les mécaniques maintenant, très important. On a un certain nombre de mécaniques à notre disposition. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, qui correspondent d'ailleurs à différents objectifs. Le montant, on peut associer les frais de port gratuits à un montant minimum de commande. Donc là, l'idée, c'est d'acquérir du client et d'augmenter son chiffre d'affaires. Et de l'afficher, ce montant minimum. Ah bah oui. Oui. Ah non, mais il faut l'afficher en haut. Il faut l'afficher dans le header. Il faut que le header reste là pendant tout le processus d'achat. Il y a des petites bannières dans le panier qui disent plus que 66 € ou c'est dommage, il vous manque 15 € avant d'avoir les frais de port gratuits. Il y a plein de petits outils qui permettent de l'afficher et de le remémorer au client lorsqu'il est en train d'acheter. C'est utile quand on a des produits de faible valeur parce que les gens peuvent se grouper potentiellement pour passer commande. Et puis sinon, ça permet aussi, d'ailleurs, ça me rappelle un de nos clients qui n'offrait pas les frais de port mais qui avait forfaitisé le tarif Colissimo à 4,50 €, je crois, ou 4 € ou 5 €, pour des produits à 4,70 € et qui du coup forçait les gens inconsciemment à en mettre 2 au panier et donc à passer à 9,50 € de commande plutôt que pour pouvoir en avoir pour leur argent entre guillemets une fois qu'ils payaient leurs frais de port. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça permet aussi si on a un produit best-seller. Tout à l'heure, tu citais tout ce qui est bien-être, produits de beauté, des crèmes un peu phares à 50 €. Si le minimum il est à 60 ou 65, ben on met le 50 et puis on va aller chercher le masque hydratant ou autre chose qui va faire monter le panier à 70, 80 pour avoir les frais de port gratuits. Donc c'est aussi quelque chose qui est puissant. Pour monter le chiffre d'affaires. Ben, je l'ai vécu dans la semaine, j'étais dans la voiture avec Sophie, on voulait acheter un produit sur internet, bon peu importe le produit, et elle disait à partir de 2 il y a les frais de port offerts. Donc du coup je dis prends-moi-en un. J'ai pris ma femme, elle en voulait un, prends-moi-en un, et au final on a fait une commande de 6-7 produits groupés parce que frais de port offerts, alors que c'est un truc que j'aurais sûrement acheté, mais j'aurais payé les frais de port. Et chacun dans ce coin on aurait payé les frais de port. Et on a fait une commande groupée. Voilà, on s'est arrangé entre nous. Mais je l'ai vécu dans la semaine. Et ça, c'est une façon de le dire, montant minimum de commande, ou justement sur un produit ou une catégorie de produits pour lequel on dit le deuxième offert, le troisième offert. Ce qui là permet plutôt de déstocker. Là, c'est sur des périodes de déstockage, soit solde, soit, on en parlait, un client qui, je trouve, avait fait quelque chose de très malin pour que son site tourne pendant les vacances juillet-août. Il a laissé un grand placard sur son site à l'entrée en disant frais de port offert tout l'été, sur tout le site, toute destination, mais il faudra attendre 2 mois pour avoir votre colis parce que je suis en vacances et je vous l'expédierai en septembre. Et donc il me disait, moi j'attaque ma saison de Noël puisqu'il avait, c'était une activité à forte saison. Il me dit, avec des stocks
tout bien, tout clean, et les gens attendaient parce que je les avais avertis et ça se passait plutôt très bien. Donc ça, c'est la deuxième axe. Le troisième axe, c'est de choisir un mode de transport et d'offrir les frais de port sur ce mode de transport. On a aujourd'hui, en général, les livraisons en relais, qui est qui est offerte et qui permet à moindre coût finalement de faire une opération marketing et d'inciter à l'achat. Donc ça, c'est pour aussi un objectif d'acquisition sur une zone géographique, par exemple d'offrir sur la France mais pas sur l'international, ce qui permet de ne pas avoir peur d'ouvrir vers et d'étendre sa zone de chalandise à l'Europe ou au Grand Inter, puisqu'on ne prend pas de risque sur les frais de port, on n'offre que sur la France. Métropolitaine, puisque il y a juste un petit détail, c'est que pour les zones éloignées, que ce soit les Canaries en Espagne ou la Corse, c'est plus cher. Toujours un tout petit peu plus cher, voire beaucoup plus cher. On peut aussi offrir les frais de port sur une prochaine commande, qui là est un objectif de réachat et de fidélisation très puissant. Donc là, les gens attendent, mais ils attendent en ayant déjà consommé, donc c'est plutôt beaucoup plus pertinent que ce que tu évoquais tout à l'heure. On peut aussi les limiter dans le temps. Donc on peut, sur un mode de transport, limiter dans le temps, ce qui est là le test ultime, ce qui permet de débuter à tâtons. Mais ça peut être dans des périodes de solde, ça peut être faire du grand déstockage sur tout le site. Et ensuite, on a, pour finir, deux mécaniques qui sont plutôt pour le moment réservées à des sites plus gros. Le premier, c'est d'offrir les frais de port sans aucune condition et en permanence. Alors là, c'est pour le coup un vrai outil, un vrai investissement marketing. On l'a tous expérimenté chez des gros sites. Alors là, en général, il y a aller-retour gratuit, tout est gratuit. Il y a derrière des grosses négos transporteurs. Il faut quand même avoir les reins un peu solides. Et puis les abonnements. Alors, les abonnements dont on connaît le succès avec Amazon Prime, forcément. Discount également. C'est Discount. J'ai jamais eu de clients petits qui commencent à expérimenter les abonnements, mais bon, pourquoi pas, peut-être que ça va venir. On ne sait jamais. On ne peut qu'espérer que ça vienne, puisque ça signifie que tout le monde est allé à maturité et que tout ça est bien ancré. Et il y a une chose qui est fondamentale, c'est que quoi qu'il advienne, alors forcément s'ils sont gratuits, la question ne se pose pas, mais les frais de port, moi je ne recommande pas du tout qu'ils soient intégrés au prix du produit, parce que ça handicape beaucoup dans le référencement par les comparateurs de prix. Alors c'est beaucoup de gens font ça d'ailleurs. Dès qu'ils vendent sur Amazon et compagnie, les commissions de la marketplace, peut-être la logistique, automatiquement il y a des règles qui rajoutent le prix du transport pour avoir le Prime par exemple, ou l'expédition illimitée chez Cdiscount dans le produit. Mais moi je préfère le scinder et vraiment travailler et optimiser les frais de port. Forcément, il y a un impact négatif dans les comparateurs. Après, il y a certains types de clients, je me sens concerné, où moi j'achète sur Amazon, même si c'est plus cher. Parce que le service derrière va être tellement satisfaisant au niveau des retours et tout ce que je vais avoir, et la facilité de commander, qu'un produit qui va coûter 20 ou 30 euros, je vais dire 30 euros, je peux le trouver moins cher ailleurs, à Darty, à la Fnac ou n'importe où, produit high-tech, j'aime bien l'high-tech, et bien je vais l'acheter sur Amazon plus cher, parce que j'achète en un clic, je suis content, je suis livré, j'en entends pas parler, je sais que demain j'aurai mon colis sur mon bureau. Donc c'est aussi les consommateurs qui agissent différemment aussi. Oui, mais il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui sont plus petits qu'Amazon et qui commencent à avoir un niveau de professionnalisme je m'en suis rendu et compte, un niveau de service dont ils n'ont pas à rougir et qui sont à la hauteur de ce qu'Amazon est capable de fournir. Et même en tant qu'acheteur responsable, entre guillemets, finalement, quand on achète sur Amazon un produit qui n'est pas vendu par Amazon, finalement, qui derrière paye le service Amazon? C'est le vendeur. C'est le petit vendeur, voilà. C'est sûr. Moi, j'ai vécu une expérience très sympathique, je peux le dire, avec missnumérique.com. C'est un site qui vend du matériel pour tout ce qui est ici dans le studio, l'éclairage et compagnie. J'ai acheté beaucoup sur Amazon et j'ai vu un produit, ils étaient bien référencés, ils étaient également sur Amazon. Je les ai contactés pour une question sur un produit et j'ai eu une réponse de qualité, vraiment sur de l'éclairage, donc c'est une question technique. Ils m'ont tellement bien répondu que j'ai acheté sur leur site
Finalement, c'était moins cher qu'Amazon. Et maintenant, quand je vais acheter sur leur site directement. Parce que je savais qu'ils étaient accessibles également. Poser des questions, avoir un expert qui me conseille sur un produit technique, ben, c'est quand même une valeur. Les frais de port, ben, ils m'ont offert la livraison, parce que j'ai fait une grosse commande, donc ils m'ont offert le port finalement. Pourtant, au début, je l'ai payé le port. Hein. Mais ils me l'ont offert en chronopost, donc en express. Et j'étais super satisfait. Aujourd'hui, je suis fidèle et j'achète ici. Et en fait, j'achète moins cher. Oh, ça me fait plaisir. Ouais. D'ailleurs, le fond vert qui est là-haut, que vous ne verrez pas là, je l'ai vu sur Amazon et je l'ai acheté en direct. Finalement parce que y avait des conditions différentes, c'était un produit quand même, ça fait 3 mètres de large, ça fait 80 kg, donc j'allais me retrouver avec un transporteur, je sais pas, parce que des fois on a des surprises aussi, hein, quand on choisit pas le transporteur. Et c'est vrai, ça change. Mais alors ça c'est intéressant, parce que c'est un énorme paradoxe. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vendeurs tiers qui sont référencés sur la place de marché Amazon, ça veut dire qu'ils sont capables d'avoir un niveau de service et de livraison qui est aux exigences et aux standards d'Amazon. Sinon, ils se font déréférencer direct. Tout à fait, direct. Dossier donc en fait, on achète sur Amazon auprès d'un vendeur tiers pour avoir la garantie Amazon, alors que finalement, il peut la fournir. Qui délivre ça et qui a mis en place tous les process, qui a mis en place les bons transports, qui a mis en place les bons outils pour être à la hauteur, c'est le marchand et finalement il le fait, ça profite à toutes ses ventes en direct. Et voilà. Et je pense que c'est pas pour être, je fais pas de l'anti-Amazon primaire, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Parce que ces places de marché qui sont encore un moteur fabuleux pour le e-commerce. C'est ce qui fait leur succès. Ils font grandir, oui, mais ils font beaucoup grandir, les petits marchands. Et c'est ce qui va enrichir beaucoup l'offre et c'est ce qui va augmenter le niveau de service qui sera rendu aussi aux acheteurs. Tout à fait. Effectivement, ils poussent tout le monde vers le haut finalement, en termes d'exigence. Là, maintenant, ils notent les retours. Comment ça se passe les retours? On a eu des clients qui ont eu des comptes fermés parce qu'ils sont partis en vacances, ils ont mis de couper un flux et des problèmes. Après, il faut remplir un dossier, des méthodes mises en œuvre pour activer le compte. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Extrêmement. Et ça peut tuer quelqu'un, hein, parce que quelqu'un qui fait... Nous, on a des clients, ils font 75% de leur chiffre d'affaires en marketplace, 25% sur leur site en direct. En général, il y a des gens qui viennent en direct depuis Amazon acheter, bon, ça c'est normal. Il y a un petit peu du trafic qui arrive comme ça, mais on perd un canal, on perd 25% de son chiffre d'affaires. Donc c'est dangereux la marketplace aussi. Donc il faut quand même, on l'avait vu avec WizaPlace quand il était venu. La FEVAD en 2017 dit que les petits sites, il y a 50% de leur chiffre d'affaires qui repose sur des marketplaces. Les petits, alors je sais pas comment, et les gros quand même 38%. Ah oui. Donc ça c'est pas au-delà de la moitié, mais c'est vrai que malgré tout c'est important. C'est très important. Comment choisir les bons transporteurs? Au hasard, lance de dés, bouche à oreille. Alors ça, c'est une méthode. Elle n'est pas forcément bonne, mais c'est une méthode. Je ne l'ai jamais expérimenté. Ouais. Le bouche à oreille, oui. Alors, le bon transporteur, je dirais que c'est vrai que le choix du transporteur est toujours un petit peu vertigineux. Il y a un certain nombre d'indicateurs de performance qu'on peut regarder. D'abord le délai de livraison annoncé et également avéré. Il y a certains baromètres qui sont accessibles, qui reprennent les délais de livraison réels. Première chose. Alors le bouche à oreille, bien sûr, tu l'as dit, mais faut se renseigner en étant comme sur les avis assez prudents, parce qu'on a chacun, encore je disais tout à l'heure, sa propre expérience, mais les avis positifs et négatifs sur le web peuvent être utiles si on sait, il faut les lire, on sait les lire, on sait les analyser, donc ça c'est important. Il faut également la proposition, il y a un deuxième point qui est important, c'est la proposition de tarif. La tarification des transporteurs, elle est extrêmement complexe parce que d'abord la grille en elle-même peut être compliquée. Pour certains, on a un croisement poids et zone d'expédition qui est assez difficile à lire. Mais surtout, la grille, elle ne comprend pas des suppléments qui sont facturés en fin de mois, qui sont des suppléments, par exemple, la sûreté, le fret aérien, le carburant, la livraison à un particulier. Tout ça, ça figure en bas, c'est hors grille, ça figure en bas et c'est facturé en fin de mois. Donc moi, mon conseil par rapport à ça, c'est de prendre 2 colis type, 1 kg 30 par 20 par 10. N'oubliez pas les dimensions.
Oui. tout à l'heure, poids On en a volumétrique. parlé, oui. France-France et un Europe 1 Grand Inter, et de calculer le tarif pour chacun des transporteurs dont on a reçu une proposition pour pouvoir se faire une idée, mais bien penser qu'il y a un certain nombre de choses qui sont facturées en fin de mois et qui ne figurent pas sur la grille tarifaire qu'on reçoit. Enfin, en tout cas, en lecture directe, c'est sur les petites lignes du dessous. Donc ça, c'est important. Et je dirais qu'au-delà du transporteur, il faut proposer les bons modes de livraison. Donc encore une fois, le relais, le domicile, l'express et le relais express, qui est un nouveau mode de livraison qui est apparu là en 2018, qui permet, avec la rapidité de l'express, la praticité du relais et le tarif entre relais et domicile standard, le bon compromis, c'est un super compromis, et d'avoir une belle expérience de livraison. Il faut penser à tout ça dès la conception du site, parce que comme tu disais tout à l'heure, souvent les gens, ils y pensent à la fin. Ils y pensent à la fin, effectivement, et je pense que tout à l'heure, je disais que ça peut avoir une incidence sur le choix qu'on fait pour le mix produit proposé sur le site. Typiquement, il faut avoir une vision globale de son e-commerce, du début jusqu'à la fin, du début du processus jusqu'à la réception du produit par son acheteur, dès la conception. Plus on y pense en amont, mieux on se porte. Aujourd'hui, on parle de vente en ligne. En fait, on faudrait parler de vente et d'expédition en ligne. Finalement, parce que vendre, c'est encaisser l'argent, c'est vendre, mais après il faut le service derrière, c'est l'expédition, on va te juger là-dessus. Donc c'est important aussi de choisir les bons prestataires. Si par exemple, je prends un exemple, c'est moi qui parle, du coup ça m'engage qu'à moi, si j'envoie une barre de 50 mètres par la poste, il y a de fortes chances qu'elle ne parte pas déjà, parce qu'elle est hors gabarit, ou que j'ai un coût phénoménal, alors qu'un transporteur spécialisé aurait pu proposer déjà une livraison avec un rendez-vous, parce qu'il faut prendre rendez-vous quand on livre un produit de 50 mètres, on le met où, il faut vraiment choisir dès le début, même dans son business plan. Le transporteur qui est adapté à la typologie de produit. Tout à fait. Et il faut savoir faire les règles sur le site aussi. Il faut que le site soit capable de proposer les bons modes d'expédition et d'enlever ceux qui ne sont pas disponibles aussi. Alors aujourd'hui, on a pléthore de solutions qui existent, qui permettent soit de prendre un site sur l'étagère. Rien n'empêche, mais probablement tu auras un avis plus éclairé que moi, mais rien n'empêche de commencer avec une techno et de migrer pour gagner du temps au départ, et puis derrière, une fois que tout est bien, le mode MVP reste le mode MVP minimum. Exactement. Donc ça permet de faire des tests, on y revient. Et je dirais que sur le transport, c'est plutôt qu'un fournisseur, c'est un partenaire qu'on cherche. C'est le partenaire qui va pouvoir nous accompagner tout au long du cycle de vie de notre produit, de notre vente en tout cas. En cas de problème, par exemple, il faut savoir et interroger le transporteur sur son processus, le taux de disponibilité de son service client. Est-ce qu'il est joignable par mail, par téléphone, en combien de temps il répond? Est-ce que le suivi est accessible facilement? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il est mis à jour en temps réel, de telle sorte que... Parce que c'est sur lui qu'on va s'appuyer, nous, et c'est sur lui qu'on va appuyer finalement notre image de marque et notre capacité. Et voilà, c'est sur lui qu'on est jugé. Et donc, c'est un vrai partenaire, et il ne faut pas le choisir à la légère, et il y a un certain nombre de choses à regarder. Voilà. Donc très important, la qualité de la livraison. La qualité de la livraison, alors certes, c'est le fait d'acheminer le produit de A à B, mais il y a des choses, et heureusement, qui dépendent aussi de nous, qui dépendent du marchand, à commencer par l'emballage, donc qui doit protéger le colis, bien sûr, qui reste notre meilleure assurance pour assurer, pour garantir une bonne expérience, qui reste un moyen de scénariser le produit, qui reste un moyen d'optimiser ses frais de port. Donc l'emballage, c'est clé. Les retours, j'en ai parlé, c'est une composante essentielle de la livraison, et quelque part, si un client sait qu'il peut retourner facilement, sait qu'il ne va pas batailler pour obtenir un retour, négocier que vous preniez en charge les frais de retour, ça va annihiler complètement la mauvaise expérience qu'on a si la livraison se passe mal. Et ça, c'est fondamental. Et ça ne doit pas être un frein pour les expéditions à l'international. Il existe des solutions de retour pour Europe vers France, Inter vers France. Là-dessus, il y a des choses. Et en dernier lieu, la communication.
La communication, c'est un peu mon grand dada, mais ne pas faire l'autruche et surtout informer ses clients, être proactif. Tout le temps. On est proactif quand on veut lui dire le colis est disponible, n'oublie pas de venir chercher ton colis, je vais faire partir ton colis, mais il faut aussi être proactif en disant le colis il a du retard, j'ai pris du retard dans la préparation, on est en période de Noël, donc mon temps de préparation passe de 2 jours à 4 jours. Le client il sait attendre et il comprend et ça va le faire revenir et ça va le fidéliser plutôt que de le crisper. Et ça, c'est fondamental. En plus, sinon, il va appeler, il va poser des questions. Raison d'appel numéro 1. Oui, mon colis. Where is my order? Wizmo. Voilà. Ça. Merci. Du coup, on va avoir une petite série de questions. Donc, on a la première question de Céline. Céline qui filme, qui fait le cadrage aujourd'hui, qui nous a posé une question qui est pertinente, en tant que vendeur, effectivement. Si le colis est déclaré comme être arrivé chez le client, mais qu'il n'y est pas et que le client appelle en disant que j'ai pas reçu mon colis, comment ça se passe? Ça se passe bien. Mais c'est pas forcément facile, mais on a des réponses. Alors, en tant que marchand, je disais tout à l'heure, choisir le bon transporteur. C'est une des questions à poser. C'est finalement, est-ce que c'est une livraison contre signature? Est-ce que j'ai accès à la preuve de livraison signée? Est-ce qu'il y a une vérification de pièces d'identité à la livraison? Donc ça, c'est avant. Donc je recommande plutôt tous les produits un peu sensibles de les expédier avec ce genre de services associés à la livraison. Forcément, la question se pose dans ces cas-là de la bonne foi du client. C'est sûr. Donc la première chose à faire, c'est d'exiger du transporteur tout ce qu'il a qui lui permette de démontrer que c'est le client, Monsieur Dupont, qui a reçu le colis. Quand on a souscrit une assurance ad valorem, il n'y a aucun problème, on ouvre le dossier, c'est remboursé en 1 semaine, et du coup on peut rembourser le client ou renvoyer un autre article en lui disant il faut patienter une semaine. Et on rembourse tous en 1 semaine ou c'est une moyenne? Ça se passe bien? Quand on a une assurance, oui, c'est 1 semaine à partir du moment où le colis a été déclaré perdu et ou non livré et que la problématique a été actée et reconnue. Mais l'idée, c'est dans ces cas-là, la clé, c'est d'annoncer un délai de résolution au client, de le tenir et au moment où ce délai est expiré, de prendre une action. Alors forcément, et de les informer. Forcément, il y a des fraudes, il existe des fraudes, des gens qui sont des professionnels de ça et qui vont dire j'ai pas reçu et renvoyez-moi un colis. Tant pis, ça on peut pas les assureurs ils savent les déceler, mais sinon on renvoie. Et donc dans le cas où on n'a pas d'assurance, je dirais que il faut déclencher un dossier auprès du transporteur pour contester la livraison, obtenir le remboursement ou une indemnisation par le transporteur et renvoyer le colis. Alors c'est sûr que si on a un colis de forte valeur et qu'on n'a pas pris d'assurance, ça va générer un mécontentement côté acheteur. Ça va générer beaucoup d'énergie pour essayer d'avoir la part des choses et de connaître la vérité vis-à-vis du transporteur. Mais là encore, si on a le bon partenaire qui est capable d'aller vite et de prendre le relais auprès du transporteur, c'est ce qui facilite les choses. Après, le fameux risque de casse, il se mesure. On a certains clients qui ne s'embêtent pas. Quand il y a un problème, ils renvoient direct. Oui, mais c'est là où on revient à mettre un certain pourcentage de casse dans sa structure de coût et pouvoir renvoyer. Même des fois, là encore, si c'est un article, si c'est un iPhone ou si c'est un article qui vaut 600, 700, 800, 900 euros, c'est pas évident. Ça se calcule, effectivement, en fonction des produits, des catégories, même sur les produits cassés, même sur les SAV des fois. Il y a des commerçants, ils demandent la photo du produit défectueux ou cassé, photo, ok, gardez-le, on vous en renvoie un autre. Moi, ça m'est arrivé, on m'a renvoyé une tablette un jour. Mais de toute façon, quand c'est défectueux, là pour le coup, c'est couvert, c'est pris en compte dans les frais, dans les coûts et c'est couvert par l'assurance. Tout à fait. Encore une fois, je ne saurais plus vous recommander une assurance à valeur déclarée. D'accord. Très important. Ok, on prend bonne note. Alors, on a une question de Sekou, qui est commerçant et qui demande est-ce qu'il y a un prix psychologique à partir duquel il faut offrir le frais de port?
50 euros, 100 euros, 20 euros? J'adorerais répondre oui, mais malheureusement la réponse est non. Donc c'est non. Merci, au revoir. Voilà, la réponse est non. Et il faut prendre son stylo, sa feuille de papier, sa calculette et décomposer finalement les éléments de marge, la concurrence et pour arriver à une réponse. Par exemple, si on se dit frais de port offert au-delà de 50 euros de commande, si on arrive sur un site internet qui a priori vend des téléphones à 200 euros pièce, forcément on n'hésitera pas à acheter sur ce site. A l'inverse, si c'est offert à partir de 50 euros mais qu'on sait que l'article moyen vaut une dizaine d'euros, là l'acheteur s'il est venu chez nous c'est qu'a priori il préfère dépenser moins, donc il ne va pas aller jusque 50. Donc là il va falloir réduire un peu et peut-être mettre à 12, 15 ou alors carrément 50 en disant ouvertement groupez-vous ou en formulant le troisième offert ou livraison offerte pour 3 articles, comme tu le disais tout à l'heure. Donc une formulation, une approche un petit peu différente. Donc il n'y a pas de bonne pratique sur un prix psychologique qui déclenche, c'est finalement en fonction de la valeur du produit. Pas sur un prix psychologique. Il y a des bonnes pratiques par rapport à la valeur du produit, par rapport à l'univers concurrentiel, par rapport au fait que ce soit un produit personnalisable ou pas. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder, mais sur un prix psychologique absolu, en fait, je ne sais pas le dire. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir de la frustration, on parlait tout à l'heure d'offrir le port sur certains produits et pas sur d'autres? Moi, ça m'est arrivé de vouloir acheter un produit, frais de port offert, finalement de vouloir acheter une déclinaison de ce produit dans une autre couleur ou une autre taille qui n'avait pas le port offert. Je suis frustré. Alors c'est la couleur, le noir par exemple qui n'est pas ce pull bleu, offert. Il est en port offert. Le pull noir qui me plaît, c'est lui que je veux, il n'est pas en port offert. Je suis frustré. Alors, tu es frustré, sauf que dans un magasin, tu sais très bien que les couleurs les plus vendues, elles ne sont pas en solde et que les couleurs dont personne ne veut, elles sont en solde. C'est quand même un tout petit peu... Dans ces cas-là, il faut peut-être on reste sur du commerce. C'est du commerce en ligne, mais du commerce. Donc il faut peut-être jouer sur le déstockage finalement et peut-être pas forcément sur la livraison. Ou alors dire, on vous offre les frais de port sur votre prochain achat, vous prenez la couleur noire parce que vous n'aimez pas le bleu, ok, c'est pas grave, mais vous avez les frais de port au fort sur votre prochain achat. C'est pour ça que je suis en bleu aujourd'hui. Voilà, ça pourrait être assorti au fond. Il y a une question de Mireille qui nous demande si ça se fait de faire le frais de port offert, livraison gratuite à l'international. Oui, ça se fait de faire les frais de port gratuits à l'international. Par contre, il y a une chose qu'il faut toujours garder en tête, ce sont les droits de douane. Et les droits de douane, ce ne sont pas les frais de livraison. Donc quand on envoie hors Europe et en Suisse, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, le destinataire doit payer des droits et taxes. Il faut qu'il en ait conscience, quand bien même il ne paye pas la livraison, il doit s'acquitter des droits et taxes. Et pour le coup, ce n'est pas au marchand d'assumer les droits et taxes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on ouvre l'international. C'est tout à fait, les gens le savent qu'il va falloir qu'ils payent les droits et taxes, mais bon, il faut être clair et il faut être capable aussi de leur donner une idée de la valeur des droits et taxes au moment où ils passent leur commande. D'accord, sinon il y a de la surprise. Désagréable et surtout, pour le marchand, une marchandise qui est refusée, donc une marchandise qui revient aux frais du marchand, en général à un tarif beaucoup plus élevé que l'aller, ou alors une marchandise qui est détruite par le transporteur moyennant frais. D'accord. Et ça, c'est quand même très désagréable. Très désagréable. Voilà. Merci Virginie pour ton témoignage, toutes tes informations sur la livraison. Alors aujourd'hui, Boxtal, c'est la société que tu diriges depuis tant d'années et on est très fiers de te recevoir sur notre humble émission E-Com Guest aujourd'hui. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est Boxtal et comment ça marche? Qu'est-ce que tu apportes aux gens finalement? La solution, alors, quel est son ADN? Alors, Boxtal, c'est une solution logicielle d'expédition multitransporteur pour les e-commerçants qui leur donne accès à 15 transporteurs, sans minimum de commandes, sans contrat, avec des tarifs négociés par nos soins, à travers un outil unique, une interface unique qui leur permet d'accélérer la gestion de leurs expéditions et qui apporte également un service client de première catégorie, quel que soit le transporteur avec lequel on a choisi d'expédier ses commandes, Boxtal est l'interlocuteur unique. D'accord. Donc on fait énormément de conseils.
Les clients, historiquement, puisqu'on existe déjà, on a 10 années, d'expérience et donc une expertise accumulée très forte. Les clients nous sollicitent et nous sollicitaient beaucoup historiquement pour le tarif, en disant est-ce que vous pouvez me donner un tarif pour tel ou tel transporteur. Et finalement, au bout de 3/4 d'heure, on en était à leur stratégie frais de port. Donc on assume ça complètement. On est un expert aujourd'hui de la livraison sur Internet pour les e-commerçants, sur le transport, les frais de port au sens large. Et notre offre aujourd'hui, elle permet de connecter une boutique et des canaux de vente différents, donc Cdiscount, Amazon, PrestaShop, Magento, Shopify, à une centrale d'expédition qui offre toutes les fonctionnalités pour émettre les bordereaux en quelques clics, émettre tous les documents douaniers en quelques clics, faire des paramétrages avancés et étendre les capacités du marchand en termes de portail retour, notification, suivi. On a uniformisé et standardisé tous les statuts de suivi qui sont complètement intelligibles et compréhensibles par le commun des mortels. Ils sont différents pour chaque transporteur. Mais nous, ils sont à jour et ils sont traduits et disponibles pour le marchand et pour le client final, puisqu'on pousse toutes les informations derrière dans les espaces Cdiscount, Amazon, PrestaShop. Donc il y a un réel intérêt à s'en servir finalement de ta solution ou d'autres solutions, parce que je pense que vous êtes plusieurs dans ce secteur. On réduit les coûts. On réduit les coûts. On apporte de la valeur au client, de l'information, on sollicite le service client, tout le monde est content. Tout à fait. Donc réduction de coûts, accès instantané aux tarifs négociés. On n'a pas à se soucier de concentrer son volume sur un seul transporteur, ce qui va à l'encontre de la diversification des modes de livraison. Pour pouvoir négocier, finalement, on est libre de ses choix au départ. On gagne énormément de temps dans la gestion des expéditions et sur l'expérience post-achat qu'on délivre à ses clients, finalement, en termes de suivi, de service après-vente, d'assurance, on est complètement armé. On a la même chose que les gros sites pour se lancer, pour croître, pour se développer. D'accord. Il y a des nouveautés, des choses à venir qui vont arriver prochainement, des surprises, des choses secrètes que tu ne veux pas dire et que tu veux dire des évolutions. Alors, 2019 va être une grande année. Donc, oui, c'est l'année de mon mariage. Je vais me marier. Ah, c'est une grande année pour moi. Félicitations. Je te remercie. Félicitations. Et pour Boxtal, du coup? Alors, pour Boxtal, on a le connecteur Shopify. On a la possibilité pour nos clients de brancher leur propre contrat transport et donc d'utiliser nos contrats et leurs contrats négociés, à commencer par Colissimo et d'autres contrats à suivre d'ici pour avoir tous nos transporteurs à l'été. Les travaux sur un produit de personnalisation des notifications, du portail retour, voilà, jusqu'à la fin 2019, et puis des petites choses qui sont dans les cartons mais dont je ne parle pas encore. D'accord, on aura le plaisir de les découvrir au fur et à mesure que ça arrive. Merci d'être venu de Paris à Aix-en-Provence. Il y a la neige chez toi aujourd'hui. Oui, il y a la neige, mais c'est mieux de ne pas voir la neige. C'est vrai. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Avec plaisir. Merci à vous tous d'être aussi nombreux à nous suivre de plus en plus sur notre chaîne Market Academy. On vous donne rendez-vous très prochainement pour la prochaine e-com guest. On retrouvera les coordonnées de toute l'équipe de Virginie dans la description. N'hésitez pas à poser des questions, on fera plaisir de les faire parvenir ou de nous mêler, de vous donner également de conseils. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.